Simakot iyot onina wanika mon puli moi mutande not ukuna be bena wat dutu nyimba mule mat ebukimba mabod ilena oye mona wa bongo jita amunjami inyandolo. Bonjour tout le monde, je suis Michael Kamen, je suis directeur exécutif à la Cameroon Foundation for Kids. Bonjour, je suis Ulrich Mbati, directeur exécutif de Multifest Cameroun Plus et activiste engagé dans la lutte contre le VIH depuis 10 ans aujourd'hui au Cameroun et à l'international aussi. Bonjour, je suis Dédé Narcisse, expert communautaire VIH et acteur de la société civile. Bonjour, je suis Yvonne Gaël Adélaïde Palao, membre de la communauté LGBT. Bonjour, je suis Maxime Némit, directeur médical à SOS Solidarité. Bonjour, Mathieu François Mionotini, c'est mon nom. Bonjour, je suis Laetitia Christine Alou Amoulou, directrice exécutive de SOS Solidarité. Je suis également plaideuse, je m'occupe des questions qui ont trait à l'accompagnement des femmes, le planning familial, les activités génératrices de revenus, mais également tout ce qui concerne la santé mentale des femmes en milieu rural. Je travaille à SOS Solidarity, qui est une organisation à base communautaire qui s'occupe des questions liées au VIH-Sida, des questions de plaidoyer, des questions de droits humains, mais également des questions qui concernent les maladies de la marge en aile. Nous sommes une organisation qui existe depuis 2016 et à ce jour, nous travaillons dans plusieurs projets, notamment le projet Fonds mondial où nous sommes sous-récipiendaires dans le district de santé d'Odja et des Foulanes. Le projet CLM qui est un projet d'accompagnement des OBC et des formations sanitaires dans l'amélioration des soins de santé des personnes atteintes de VIH-Sida, mais également dans le projet, nous travaillons dans le projet clinique juridique avec Solidarité Sida et Synergia qui est aussi une suite, une continuité du projet clinique juridique. Il faut dire que le programme PEPFAR au Cameroun, à travers ses agences, que ce soit USAID ou CDC, ont fortement contribué au suivi des patients VIH, à l'équipement des laboratoires pour les examens de charge virale et CD4. Aujourd'hui, que ces financements semblent ou alors sont en arrêt, il est difficile pour le pays de supporter toute la charge qui incombe à ces examens-là ou à l'équipement des laboratoires. Donc c'est un impact qui touche véritablement toute la chaîne de suivi des patients, des personnes vivant avec le VIH, tant dans la prise en charge que dans le suivi médical. Parce qu'il y a des examens de charge virale qu'il faut faire régulièrement pour s'assurer de la bonne observance du patient. Il y a un accompagnement même nutritionnel qui doit être fait. On sait qu'il y a des programmes financés par les Américains qui soutiennent la nutrition de ces personnes-là. Donc tous ces programmes sont en arrêt et l'impact est ce que l'on peut observer aujourd'hui, une baisse considérable de l'observance chez les patients. Le PEPFAR est un des rares programmes au Cameroun qui soutient les questions d'environnement favorable en matière d'implémentation des projets de santé communautaire, notamment pour les populations clés et vulnérables. Et en 2025, lorsque le PEPFAR s'en va, notre organisation est en train d'implémenter deux projets majeurs qui sont le projet HSJP 2 qui se divisait en deux phases. Une première phase qui consistait à consolider les capacités de protection, défense et promotion des droits humains des organisations de la plateforme d'outils pour améliorer l'environnement d'implémentation des projets de santé. En matière de VIH au Cameroun, il faut dire que le PEPFAR a contribué depuis des années et continue depuis des années à la lutte contre le VIH, notamment chez les populations clés au Cameroun, par les financements qu'il octroyait de par le passé avec USAID, qui est fermé aujourd'hui, et aujourd'hui avec d'autres projets. Donc au fil des années, il y a eu beaucoup d'organisations qui ont bénéficié
des financements venant du PEPFAR, notamment sur la lutte contre le VIH, les populations clés, et quand je parle de population clé, on connaît les populations clés, c'est les personnes avec le VIH, les MSN, les TG, tout ce qui va avec. Donc il y a eu beaucoup de programmes qui sont axés spécifiquement sur ces questions-là. Et non pas que servir à combattre le VIH en lui-même, mais aussi combattre tout ce qui était en ce moment-là des causes qui faisaient en sorte que les gens contractent le VIH facilement, notamment les droits humains également, qui était une thématique prépondérante pour le PEPFAR, et aussi l'aspect social de la chose. Et le deuxième volet d'un volet shelter qui permettait aux survivants de violation des droits humains d'avoir des abris temporaires dans cette ville pour un total de 11 abris. Donc la suspension a directement arrêté, a fermé ces abris, et beaucoup de pensionnaires du jour au lendemain se sont retrouvés sans toit, on va dire ça comme ça. Au fil des années, il y a eu beaucoup d'engagement du PEPFAR et de la USAID vis-à-vis des populations. Quand je dis ça, je parle des aspects des advocacy aspects, comme j'aime souvent le dire, de plaidoyer pour l'inclusion des populations les plus marginalisées dans les plans stratégiques nationaux, et également des refuges qui ont été ouverts par les financements PEPFAR pour apporter de l'aide aux personnes qui ont été rejetées par leur famille de par leur statut sérologique ou même de par leur comportement sexuel. Sur d'autres questions, c'est le levier de plaidoyer important que les communautés utilisaient grâce aux moyens du PEPFAR pour pouvoir faire avancer certains plaidoyers importants, notamment sur la question de l'accès aux soins de santé, sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, et en particulier sur les 3-10 de l'UNICEF, qui sont un programme important pour soutenir les Croix 95. Les 3-10 de l'UNICEF sont une vision qui voudrait que moins de 10% des jeunes, des femmes et des populations clés soient victimes de discrimination et stigmatisation. Moins de 10% des jeunes, des femmes et des populations clés soient victimes de violences basées sur le genre. Et moins de 10% des jeunes, des femmes et des populations clés soient victimes de lois pénalisant la pratique de la prostitution, l'usage de gros ou bien la pratique de l'homosexualité. Donc le départ du PEPFAR a beaucoup impacté sur les différentes actions qui étaient menées au sein des associations en termes d'éducation juridique, en termes d'accompagnement judiciaire, mais également entre les associations et les pouvoirs publics en termes de plaidoyer et en termes d'avancées significatives sur cette question. Concernant la suspension des fonds PEPFAR, il faudrait signaler qu'un an après, on doit faire une évaluation de l'année 2025. Sori, travaillant dans le projet CLM, a connu une suspension parce que dès janvier 2025, avec l'annonce de l'arrêt des financements PEPFAR, on a été obligé de mettre un terme, je ne dirais pas un terme, mais de faire une pause dans la mise en œuvre de ce projet-là. Bon, les cibles principales de ce financement, ce sont les personnes vivant avec le VIH, de manière générale. Donc maintenant, on peut séquencer entre les femmes infectées, les enfants, les adolescents également infectés. Donc toute cette chaîne-là est considérablement impactée par l'arrêt de ces financements qui aujourd'hui nécessite un accompagnement beaucoup plus de proximité afin que toutes les différentes cibles qui sont les potentielles personnes qui pourraient être infectées par le VIH puissent bénéficier de cet accompagnement-là et réduire l'infection. Également, au niveau des organisations à base communautaire, on a connu beaucoup d'organisations qui n'étaient plus éligibles parce que le projet CLM est un peu comme un gendarme qui vient vérifier l'amélioration, qui vient vérifier la qualité de soins, des soins aux personnes atteintes de VIH/SIDA dans les formations sanitaires et également dans les organisations à base communautaire.
Le fait que certaines organisations financées par le PEPFAR ne reçoivent plus de financement, il y a eu un arrêt de soins et ils ne pourraient plus faire partie de ce projet. Donc, on a été obligé de réorganiser les sites dans lesquels nos site monitors allaient mener les enquêtes. À cet effet, pour un premier pas, on a juste travaillé dans l'information sanitaire. Ensuite, on a dû recontacter des organisations à base communautaire qui, malgré l'arrêt de financement, continuaient de recevoir un financement qui venait du Fonds mondial. Donc, ils mettaient en œuvre le projet Fonds mondial et c'est avec ces organisations que nous avons travaillé. Un an après la clôture de USAID, il faut dire quand même qu'il y a eu un waiver du président Trump qui permettait une sorte de continuité des services qui en réalité n'était pas vraiment effective parce que cette continuité des services n'était pas directement axée sur les populations clés mais avait ses spécificités. Un an après, on constate déjà que les maisons de refuge, les shelters et tout ce qui était aspect social du PEPFAR se sont arrêtés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, toutes les personnes qui étaient dans des maisons de refuge financées par le PEPFAR ont dû sortir de ces maisons de refuge-là parce que les organisations qui les portaient n'avaient pas, en ce moment, et n'ont toujours pas de ressources pour continuer de les accompagner. Il y a des gens qui sont retenus dans la rue aujourd'hui et qui continuent de faire la manche un peu dans les villes du Cameroun. C'est vrai également qu'au niveau des fonds, beaucoup de choses ont changé. Non seulement l'enveloppe budgétaire, mais aussi la base même du projet, l'objectif du projet a changé parce que nous sommes passés de la cible Kipi à la cible population générale. Donc il y a eu pas mal de changements. Et aujourd'hui, on continue de mettre en œuvre ce projet, mais ce n'est plus sous le financement PEPFAR, mais le financement de l'ambassade des États-Unis. Sur l'aspect des droits humains, il y a aussi une sorte d'amplification des discriminations et stigmatisations, notamment dans les hôpitaux, parce qu'il faut dire que le PEPFAR nous a permis de faire beaucoup de plaidoyer au niveau des hôpitaux, mais malheureusement, avec le turnover aussi qu'il y a eu dans les hôpitaux, le personnel qui avait été formé n'est plus le même pour la majeure partie d'entre eux. Donc, on se revoit à quelques années en arrière avec des personnes qui partent dans les hôpitaux et les formations sanitaires pour prendre leurs médicaments bien avant service VIH, mais qui sont discriminés de par leur aspect physique. L'impact de l'arrêt des financements américains était très significatif, tant sur le plan de la disponibilité des médicaments, tant sur le suivi des patients VIH et même sur les acteurs de la prise en charge. En termes de prise en charge et de VIH, on en parlait, il y a aussi un déclin de la maladie, une résurrection de la maladie, j'ai envie de dire ça comme ça, même si on se rend compte aujourd'hui qu'avec ce que je viens de dire, les discriminations et toutes les personnes qui sont non seulement atteintes de VIH refusent encore aujourd'hui de partir dans les formations sanitaires dans des hôpitaux pour prendre le médicament, ce qui fait qu'on risque d'observer vraiment une hausse prochaine de la prévalence au VIH. Les personnes qui étaient suivies dans des formations dans des organisations comme les nôtres, les organisations communautaires comme les nôtres qui ne sont plus financées, pour beaucoup ont fermé, beaucoup d'entre elles ne parviennent même plus à payer le personnel, donc il n'y a plus de suivi qui est effectif et donc voilà, les gens sont un peu abandonnés à eux-mêmes aujourd'hui, bien que, il faut le dire quand même, les formations sanitaires, le gouvernement et tout ce qui va avec dans l'aspect de la santé essaient tant bien que mal de résorber la chose, mais c'est pas aussi évident. Donc, en ce qui concerne la disponibilité des médicaments, même si le gouvernement ne cesse de rassurer que les médicaments sont disponibles, on note quand même sur le terrain un manque assez important de médicaments parce qu'on a des personnes vivant avec le VIH qui se plaignent chaque jour, que ce soit des jeunes ou des personnes adultes, de la rareté des médicaments. Les activités de terrain également ont créé un coût parce que les intrants ne sont plus disponibles. Le personnel, les ressources humaines qui travaillaient à la recherche de nouveaux cas également, beaucoup ont dû arrêter
le travail, du fait de l'absence de financement pour leur prise en charge, ce qui pourrait considérablement faire grimper le taux de nouvelles infections et également le suivi même des patients, parce qu'il faut dire que les personnes vivant avec le VIH sont des personnes qui vivent dans une certaine vulnérabilité, où les uns ont une certaine précarité et donc ont besoin d'un accompagnement qui se veut permanent et continu pour une meilleure observance. Donc notons que ces financements ont considérablement impacté le suivi, l'accompagnement, la recherche des personnes vivant avec le VIH sur le plan national. En termes d'accompagnement, il faut dire que les organisations à base communautaire ont ou bien participent beaucoup à l'accompagnement des personnes avec le VIH, notamment des populations marginalisées et vulnérables, parce que de par les activités que nous menons et que nous menons encore pour certains aujourd'hui, participent à l'accompagnement non seulement dans la prise en charge des bénéficiaires, mais aussi tant bien psychologiquement que mentalement et moralement et tout ce qui est. Cet accompagnement aussi voit un déclin. Donc aujourd'hui, même si les personnes continuent de prendre les médicaments, même si les personnes sont toujours sous traitement aujourd'hui, il y a cet aspect d'accompagnement qui est évoqué aujourd'hui et qui n'est plus d'actualité. Et on commence à constater avec les nouvelles activités que nous mettons en œuvre un problème grave de santé mentale. Le deuxième volet, c'est le volet de l'impact quotidien pour les personnes. L'impact, c'est véritablement la perte de ressources en termes d'accompagnement, notamment pour tout ce qui est accompagnement judiciaire. Et nous avons eu beaucoup de situations auxquelles nous n'avons pas pu apporter des solutions parce que le projet s'est arrêté brusquement, on n'avait pas encore eu le temps de l'adapter. Et il y a eu beaucoup de retours de situations d'accès aux soins de santé. Parce que le projet PEPFAR soutenait également la disponibilité dans les formations sanitaires d'APS dédiées aux populations clés. Et ces APS étaient des acteurs majeurs qui évitaient toutes les questions de stigmatisation, discrimination, violation des droits humains en faveur de ces populations. Et on a également plusieurs actions qui étaient en cours de plaidoyer avec les pouvoirs publics qui n'ont pas pu continuer. Une autre cause de l'arrêt des financements, c'est vraiment une grosse perte des ressources humaines, capacité, très capacité dans le suivi des clients et dans tout ce qui est traitement au VIH. Pour beaucoup d'organisations, notamment la mienne, on a dû envoyer environ 42 de nos personnels sur 52 que nous avions au quartier qui sont très capacités dans le suivi VIH et même tous les aspects qui concernent le VIH. On constate que ce soit dans les organisations, que ce soit dans le Cameroun, il y a une grosse perte économique qui est là. La ressource humaine reste certes, mais il n'y a pas une possibilité de tous les reprendre dans les formations sanitaires parce que voilà, la spécificité des organisations, c'est qu'il n'y a pas de profil académique attaché à ça et on sait bien que le gouvernement est beaucoup pointu là-dessus. En termes d'organisation, il y a des organisations qui ont certainement fermé, qui ont mis la clé sur la porte parce que beaucoup d'entre elles n'étaient financées que par le PEPFAR. Et chose étonnante aussi, lorsqu'on a eu cette fermeture faite, beaucoup d'organisations internationales aussi étaient financées par le PEPFAR. Pour certaines associations qui étaient financées par plusieurs organisations internationales qui, elles, étaient financées par le PEPFAR, ont dû fermer les portes. L'autre impact, ça a été au niveau des associations. Nous avons une perte sèche de revenus. Dans le cadre de notre association, nous avons perdu 4 projets sur les 7 que nous avons en début 2025. Et ces 4 projets représentaient environ 47% de notre budget annuel. L'avantage avec les financements PEPFAR et américains, c'est que ce sont des budgets qui sont pluriannuels. Donc ça nous empêche aussi d'avoir une visibilité sur les 2 ou 3 prochaines années. Nous avons une perte sèche en termes de personnel avec 25 personnes qui se sont retrouvées en chômage technique. Et nous avons également rompu des contrats avec des prestataires tels que les cabinets d'avocats, des journalistes avec lesquels nous menons des activités d'assainissement de l'environnement.
Alors, 1 an après la cessation des financements PREPFA, pour moi, les conséquences sont directes et flagrantes. Dans plusieurs secteurs, notamment le secteur économique comme social et j'en passe. Par exemple, il y avait tout un plaidoyer, un travail qui avait été fait avec les communautaires dans les centres de santé pour justement éduquer ou alors sensibiliser le personnel santé à accueillir sans discrimination les populations clés. Et avec la cessation de ces financements, aujourd'hui, il n'y a pas de suivi, ce qui fait que beaucoup de populations clés qui se rendent dans les centres de santé n'ont plus le courage de s'y rendre simplement parce qu'ils sont discriminés. Sur le plan économique, aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés qui ont fermé les portes parce qu'il n'y a plus de financement, ce qui a automatiquement engendré la perte de l'emploi des activistes qui se retrouvent à la maison, sachant qu'ils ont des familles derrière eux. Donc ça a un impact grand qui ne touche pas seulement les membres de la communauté et au-delà. L'impact au niveau de la communauté de personnes vivant avec le VIH-Sida a été beaucoup plus psychologique parce que beaucoup de personnes vivant avec le VIH-Sida, effectivement, qui a beaucoup de partenaires, notamment les Américains, qui accompagnent leur suivi à travers la disponibilité des médicaments, la prise en charge également médicale pour les examens de laboratoire. Donc ce qu'il faut dire, c'est que premièrement ça a été un impact psychologique, d'abord pour les personnes vivant avec le VIH et d'autre part pour les acteurs qui travaillent au quotidien pour de ces personnes-là. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui se sont vus en arrêt, il y a beaucoup de personnel, des acteurs des fondations sanitaires qui ont été renvoyés au quartier, s'il faut le dire ainsi. Beaucoup d'organisations ont dû fermer parce qu'il n'y avait plus de financement pour pouvoir soutenir les activités quotidiennes, pour pouvoir soutenir les charges liées à l'accompagnement de ces patients-là. 1 an après la suspension des fonds PEPFA, au niveau de la communauté, on a remarqué la réduction du premier 95, c'est-à-dire la prévention. On a remarqué une baisse de la prévention dans la communauté, notamment avec l'arrêt de la PrEP et le fait que les organisations à base communautaire exercent beaucoup plus dans la prévention. Du coup, les organisations qui bénéficiaient des fonds PEPFA n'ont plus eu de financement, ce qui a eu un impact considérable au niveau de l'aspect prévention. Au niveau de l'aspect du deuxième 95, donc, la mise sous traitement, ça ne s'est pas trop ressenti, mais il y a quand même quelques aspects qui ont été, qu'on peut souligner ici, notamment les difficultés d'accès dans certains sites avec la réduction des staffs, les APS qui ne sont plus nombreuses comme lors des autres années où il y avait les projets PEPFA. Et également, il y a certains sites, je ne dirais pas qui ont fermé, mais qui ont eu une mutation du staff. Ça fait qu'il y a eu un taux de stigmatisation qu'on a observé au niveau de certaines formations sanitaires. Sur le plan social, par exemple les shelters, les refuges, les foyers qui ont fermé aujourd'hui, ces jeunes-là qui justement avaient au moins un toit où se reposer dignement n'ont plus accès justement à ces locaux. Ils se retrouvent à faire la manche aujourd'hui dans les rues ou alors à vivre avec des personnes qui les obligent à faire des choses qui ne sont pas toujours très commodes simplement parce qu'ils veulent un endroit où dormir ou se reposer. Donc pour moi les impacts sont flagrante et ce serait bien qu'on revoie la question. Je dirais en gros qu'un an après la suspension des fonds PEPFA, le plan de mitigation que le gouvernement a mis en place n'a pas subjugué tous les problèmes. Du coup, on a eu l'impression que ce plan ne tenait que
l'aspect curatif, l'aspect prévention qui relève des compétences des OPC a été plus ou moins délaissé. En ce qui concerne l'impact des suspensions PEPFAR au niveau surtout clinique, parce que je vais beaucoup plus m'atteler sur le volet clinique. Déjà, il faut connaître pour la prise en charge des personnes VIH qui sont mises sur traitement, le projet supportait le transport pour des bénéficiaires qui étaient à l'indisponibilité de venir prendre leurs médicaments ou alors qui n'avaient pas de moyens adéquats. Donc les CPS étaient chargés de veiller à ça et cette prise en charge au niveau du transport était prise en charge par le projet PEPFAR. Du coup, après la suspension, cela a eu un impact considérable car les PVVH n'avaient vraiment plus accès facilement à leurs médicaments. Et un an après, les bénéficiaires qui profitaient du transport qui était subventionné par le projet PEPFAR ont des difficultés à aller prendre des médicaments et cela a un impact sur leur suivi, notamment sur la charge virale qui est le résultat attendu de la prise en charge du traitement VIH. Globalement, la perte de financement avec le PEPFAR a eu un impact majeur tant sur le plan associatif que sur le plan humain, tant pour les personnes que pour les communautés. Aujourd'hui, les associations ont fait des plans de contingence et de médication. Nous avons diversifié les sources de revenus. Aujourd'hui, nous commençons à réoffrir de manière optimale les services qui avaient été rompus.